Dernier moment de cette matinée. Donc, on accueille avec nous Christian Mantéi, le président de Atout France. J'allais dire Maison de la France, hein, parce qu'il y a les vieux de la vieille, ils avaient d'autres habitudes. La marque a changé, hein, comme pas mal de marques territoriales aussi. Christian Mantéi, donc grand témoin, auquel je vais poser un certain nombre de questions, mais vous pouvez vous aussi lui poser vos questions. D'abord, je voudrais que tu puisses réagir sur la question de l'intelligence artificielle, vu qu'on enchaîne avec les deux sujets. Puis ensuite, Christian vient d'assister à la conférence de la ministre du Tourisme sur les chiffres et il va pouvoir nous donner les derniers chiffres publiés depuis ce matin. Donc, un petit mot sur l'intelligence artificielle. Oui, tu t'en sers, toi, à titre perso ou pas? Oui, bah, j'ai essayé, j'ai écrit des poèmes. D'accord. Enfin, j'ai sollicité ChatGPT pour me faire des poèmes. Et alors, ce que ça donnait. Pour l'envoyer à des filles ou... C'est pas mal, mais franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup la poésie et effectivement, là, je vous rassure tout de suite, les grandes œuvres résisteront à ChatGPT. Très bien. Il n'y aura pas de problème. L'humain va l'emporter de ce côté-là, ça c'est sûr. Allez, on rentre dans le vif du sujet sur les chiffres. Oui. Au plan professionnel, parce que moi je ne voudrais pas rester sur la poésie quand même. ChatGPT, c'est de l'information, finalement, au fond. Donc on a deux besoins très clairs qui peuvent utiliser ChatGPT dans nos métiers, en particulier de l'hôtellerie. C'est la data, la meilleure connaissance des besoins de la clientèle et du parcours client, et les RH. Il ne faut pas oublier qu'on aura un très très bel outil pour améliorer les ressources humaines. Exemple concret, chez Atout France, est-ce qu'il y a un programme de formation des collaborateurs ou vous les laissez se débrouiller eux-mêmes? Déjà, ça me permet de dire un mot sur Atout France. Les collaborateurs et collaboratrices sont au siège, certes, mais dans tous les pays, nous avons les grands principaux marchés émetteurs, nous avons des équipes, des bureaux, et donc dans ces pays, nous avons des personnels locaux, des collaboratrices et collaborateurs locaux, donc des Chinois en Chine, des Américains aux États-Unis et des Américaines. Donc nos collaborateurs, quelquefois, sont en avance sur nous. Donc il n'y a pas de problème de formation. Et je rejoins l'intervention précédente pour dire que ça se fait naturellement aussi. D'accord, très bien. Alors, les chiffres. Là, tu ressors d'une conférence de presse où je crois que tu as des derniers chiffres, donc c'est bien que comme ça, tu peux nous les livrer en avant-première. La conférence de presse de la ministre qui était en visio et téléphone, ce qui m'a permis d'être parmi vous physiquement. Donc, tous les voyants sont au vert. On a fait, vous le savez, une très belle année 2023. On a de très beaux résultats globalement en 2023 et ça se poursuit en 2024. Le premier élément, c'est que la montagne, l'hiver, les vacances en hiver, la montagne, c'est très très bon résultat. En taux d'occupation, en moyenne, on est à plus 3,8% par rapport à 22 qui était une année record. Donc, alors évidemment, il y a des disparités selon les massifs. Hein. Là où il y avait un très fort enneigement, ça a marché un peu mieux que sur la montagne de moyenne altitude. Mais le taux de départ des Français en montagne cet hiver a été très bon. Et puis on a retrouvé des clientèles internationales. Et la surprise, ça a été en particulier britanniques qui sont venus très nombreux. Tout ça, c'était prévisible ou c'est dans la continuité ou c'est quand même une surprise par rapport aux années post-Covid? On a quand même à un moment donné, alors certes c'était court, mais un peu enterré le tourisme, les fréquentations, les clientèles étrangères. On se souvient qu'en plein Covid, la une de Télérama, c'était la fin du tourisme. D'autres, comme Libération, avaient titré « Tourisme année zéro ». Donc on a rebondi fortement avec des résultats assez extraordinaires. Donc c'était quand même pas prévisible à ce point-là. Au fond, ce qui se passe un peu partout dans le monde entier, c'est que le post-voyage, vacances, tourisme dans le portefeuille des clientèles a été sanctuarisé, sacralisé. C'est-à-dire que finalement, les gens font les arbitrages ailleurs, quoi. Ça, tu parles là des Français ou des étrangers, les Européens? Partout dans le monde. Et les clientèles étrangères, alors si on focus là-dessus, comment elles se comportent à la fois au niveau européen et les clientèles plus lointaines que là, pour le coup, on n'a quand même pas vu depuis un certain nombre d'années. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les Européens sont revenus, se sont déplacés très très nombreux, et en particulier en France, mais aussi en Espagne, en Italie. On a des concurrents qui sont très très
compétitif, hein, très agressif même. Donc on a eu une hausse de la fréquentation européenne en France, mais on a aussi le retour des Asiatiques. Vous savez qu'on n'avait pas retrouvé nos Les Asiatiques, c'est les Japonais, Chinois? Alors, Japonais à venir, donc là on est dans l'actualité puisque je sors de la conférence de presse, on va en profiter. Donc les Japonais, on est à plus 26% par rapport à l'an dernier dans les tendances à venir. On n'est pas encore tout à fait au niveau de 2019, mais pas loin. Et les Chinois, tenez-vous bien, pour les mois à venir, plus 900%. Plus 900%. Bon, ça veut dire qu'on partait de bas quand même. On partait de très bas, mais pour vous donner une petite tendance, en décembre, on était à 40% des réservations des Chinois en France en 2019. En mars, 60%. Et on va atteindre le niveau, voire le dépasser, de 2019 en fin d'année. Donc, ils sont revenus. Donc, rassurez-vous, les clientèles chinoises, les visiteurs chinois. Tous les résultats, pour l'instant, sont au vert. Les indicateurs sont très positifs. Qu'est-ce qui, selon toi, dans les mois où, on ne va pas faire des prévisions à trop long terme, mais dans les mois et l'année qui vient, pourrait remettre en cause ces éléments favorables et pourrait venir perturber une reprise de l'activité? Quelles sont un peu les grandes difficultés qu'on pourrait... Avant de répondre... à cette question, je vais ajouter que, et ça intéresse évidemment votre territoire, votre destination, les prévisions pour les grands week-ends sont excellentes. Voilà. À la fois les visiteurs français, visiteurs internationaux, on a des prévisions pour les week-ends d'avril et de mai qui sont excellentes, en hausse par rapport à l'an dernier. Et les JO, ça sera très, très positif pour la France. Pas seulement pour Paris, mais pour la France aussi. Positif en termes d'image ou de fréquentation? Les JO? Oui. Les JO, on va faire simple, c'est 16 millions de visiteurs à Paris et en Île-de-France, mais c'est dans ces visiteurs 50% de franciliens. Donc, la clientèle internationale, la fréquentation internationale sera à peu près du même niveau qu'en 2023, pardon. Pendant l'été à Paris. Pourquoi? Parce qu'on aura des gens qui vont venir spécialement pour les JO et ceux qui ne voudront surtout pas venir parce qu'il y a les JO. Ça va faire un solde à zéro, quoi, neutre. Bon. Donc mais positif en termes d'image. Très, très positif en termes d'image. Ça va être extrêmement porteur. Et je rappelle quand même, il y a énormément de villes qui vont profiter des JO puisqu'il y a des épreuves un peu partout en France. Puis on l'a dit tout à l'heure, il y a la flamme olympique. Ça va être... très, très intéressant. Alors, les défis plus difficiles, les difficultés françaises et internationales qui pourraient venir remettre en cause ces bons éléments. Première difficulté, le climat, les évolutions climatiques. Et là, on voit bien à travers tous les chiffres et les bilans que les gens, qu'ils soient européens, asiatiques, américains, s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions à la dernière minute et réservent à la dernière minute en fonction du climat et des aléas climatiques. Pour des séjours plus nombreux, moins longtemps et moins loin, globalement. Donc, il y a une adaptation. Mais comme vous savez, le tourisme, c'est une économie de l'offre. Ce n'est pas une économie de la demande, hein, c'est une économie de l'offre. Donc, il va falloir travailler, et de plus en plus rapidement, notre offre sur le littoral, puisqu'il y a des risques sur le littoral. Littoral, tu parles du sud, là? À cause du climat. Oui. Tu penses que les clientèles vont remonter vers tous les littoraux, en termes d'offres, d'adaptation de l'offre, on voit bien qu'il y a beaucoup de risques sur le littoral. Hein. Il faut aménager différemment, il faut fabriquer une offre d'hébergement différente. Les campings, par exemple, vont devoir s'adapter aussi, reculer un peu. Enfin, on va devoir aménager différemment le littoral, mais c'est vrai aussi pour la montagne. Vous imaginez les enjeux climatiques qu'il y a en montagne actuellement avec la neige, l'enneigement, etc. Et on sent, point positif, qu'on sait le faire, on peut le faire, on peut fabriquer différemment une offre qui sera beaucoup plus respectueuse de l'environnement et qui tiendra compte de l'évolution climatique. Et de l'autre côté, les visiteurs s'adaptent. Et pour une destination comme l'Anjou, une région donc il n'y a pas de littoral, c'est plutôt nature, patrimoniale, gastronomique, est-ce que ça, c'est un petit peu les trois éléments clés, la combinaison parfaite pour le tourisme des années à venir?
ou est-ce que finalement le littoral et les grands classiques vont continuer à tenir le haut du pavé? Je crois qu'on a progressé partout. Et, on a vu qu'on a progressé sur le littoral, on progresse en montagne, on progresse à la campagne, on progresse dans les villes. Donc il y a une hausse des fréquentations, un comportement qui évolue aussi partout, et une offre qui évolue aussi partout. Et donc on voit que l'investissement s'oriente bien. Donc on a des indicateurs sur l'investissement qui est bon, hein. C'est vrai que... On va y venir sur l'investissement. Là, tu parlais donc dans les difficultés à surmonter du changement climatique, le climat, l'inflation, la guerre. Alors, sur l'inflation, oui. Qui a été là, qui est un peu moins, mais qui pèse évidemment très lourd, on voit bien ce que ça représente pour un hôtelier, un hébergeur, l'augmentation des coûts, y compris la masse salariale, fort heureusement, qui a augmenté. On l'a fait augmenter dans la restauration aussi, l'hôtellerie. Donc effectivement, le prix moyen qui a augmenté fortement dans l'hébergement, il est surtout porté par l'inflation. C'est-à-dire heureusement que les prix moyens ont augmenté. Maintenant, ils se stabilisent et c'est tant mieux vis-à-vis du consommateur, parce qu'il ne faut pas que le prix moyen augmente et que les taux d'occupation n'augmentent pas. Parce que ce qui fait la dynamique économique de notre secteur, c'est le taux d'occupation qui ensuite détermine le prix, qui a un impact sur le prix. Quand le prix moyen va plus vite que le taux d'occupation, là, il y a risque. Donc on voit que les taux d'occupation remontent, ça devient beaucoup plus sain et le prix moyen stabilise. Et dans le contexte JO, que ce soit à Paris, mais aussi les villes qui accueillent ou d'autres, tu aurais tendance à dire que les hôteliers, il faut qu'ils se calment un peu ou... Alors, ce n'est pas tellement les hôteliers qui doivent se calmer, c'est tout le monde locatif. Se calmer avec c'est le locatif. C'est là où ça a vraiment déliré, je pense que c'est sur le locatif, Airbnb, etc. Et on voit que, à nouveau, les prix se stabilisent à la baisse. C'est-à-dire que dans le locatif, ça baisse. Et dans l'hôtellerie, ça se stabilise. OK. Les questions de conflits, les guerres, on est quand même en plein dedans. Ça n'a aucun impact sur la fréquentation des touristes pour notre pays? On n'en a pas eu, véritablement. Bon, par exemple, si je prends les visiteurs les plus sensibles, qui sont les Japonais et les Américains, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Japonais reviennent, et les Américains, on a battu des records. Jamais, en France, on a reçu autant de visiteurs américains. Dans la recette, ils sont passés à la 5e place, alors qu'en nombre, ils arrivent donc, 6e ou 7e. A priori, pas d'impact. On n'a pas ressenti d'impact, okay. Et c'est tant mieux. En revanche, ça peut avoir, on va venir sur le sujet juste après, ça peut avoir un impact pour les investisseurs. C'est vrai qu'une instabilité peut créer des troubles économiques. Et dans le monde de la finance, ça se ressent dans toutes les conversations. On va y venir. Est-ce que ce matin ou par ailleurs, on a des chiffres aussi sur non pas les Français qui partent en France ou les étrangers qui viennent en France, mais les Français qui partent à l'étranger? Oui, très bonne question. Je te félicite, Jean-Baptiste. Merci. C'est une question qu'on ne pose pas souvent. C'est une question très importante. Jamais les Français ne sont partis si souvent et autant à l'international, à l'étranger. Jamais. On est devenu le 5e pays exportateur de touristes, si je puis dire. Et ça, c'est pas bien, alors, d'une certaine façon. Pourquoi c'est pas bien? Pour les professionnels du tourisme français, non, c'est très très bien. Ah bon, c'est très bien. Okay. Plus on voyage, plus on a envie de voyager, plus on se mélange, plus on a envie de se mélanger. Il faut que tout le monde bouge. Okay. Et moi qui porte la destination France, je suis très heureux de constater que les Français partent aussi à l'international. Bien. Alors, dans un très bon contexte comme ça, logiquement, l'argent coule à flot, les investisseurs sont là, on peut investir, on peut créer, on peut se lancer. Toi qui connais bien ce milieu de l'investissement, des fonds d'investissement, des investisseurs, pour moderniser l'offre et développer l'offre et les destinations, où est-ce qu'on en est? Comment les investisseurs, les vrais, perçoivent le secteur du tourisme et comment ils s'y intéressent? Alors, en août 2022, toutes les directions des risques des banques classaient le tourisme en rouge. C'est-à-dire il ne faut surtout pas y aller. Bon. Mais on avait connu la pandémie, etc. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de tels résultats, et par comparaison, d'autres, malheureusement, et je le regrette, sont en crise, comme le bureau. Tout l'immobilier de bureau est en crise très, très grave.
Donc les investisseurs, en tout cas une partie des investisseurs qui sont obligés d'investir, parce qu'il y a des investisseurs qui ont de tels résultats qu'il faut qu'ils placent leur argent, il faut qu'ils le fassent fructifier. Ils ont des problèmes de riches, là, non? Des problèmes de riches. Ils cherchent. C'est pas un manque d'argent. Il manque quoi? Une bonne gestion pour un groupe qui dégage des EBITDA et des profits assez importants. Une bonne gestion, c'est l'investissement. Donc l'investissement, c'est le moteur de la croissance, parce que c'est l'investissement qui détermine le niveau de consommation. Donc nous, on est tout le temps en aval, effectivement, et on pense que c'est la dépense du touriste qui fait la croissance du tourisme. Non, c'est l'investissement qui fait la dépense du tourisme, qui fait la croissance du tourisme. Alors, donc en amont, il y a l'investissement. Est-ce qu'il y a suffisamment d'investissement dans le secteur du tourisme, à la fois de la part des entrepreneurs, des opérateurs, aidés par les fonds d'investissement et les banques? Alors, j'y arrive. On a eu un effet de rattrapage parce qu'on est monté en France à 18 milliards d'investissements dans le tourisme. Je ne mets pas les fusions, acquisitions. Ça, c'était quand? En 23. 23, ok. Hors fusion, acquisition, prise de participation. Hein. C'est de l'investissement dans l'outil de production. Donc c'est quoi? C'est des hôtels, des parcs de loisirs? Ça peut être des palais des congrès, des parcs de loisirs, des parcs d'attractions, ça peut être des ports, ça peut être des aéroports, ça peut être évidemment l'hôtellerie. Et dans chacun des secteurs, on sait exactement comment évolue l'hôtellerie, comment évolue le camping, etc. Camping qui est très recherché par les investisseurs. Hein. Tout à fait. L'hôtellerie de plein air est très très demandée, etc. Ensuite, il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a des investisseurs long terme et des investisseurs court terme. Il y a des investisseurs institutionnels et des investisseurs privés. Alors, précise, long terme, c'est combien d'années? Long terme, c'est à partir de 10-12 ans. Donc, ça veut dire que vous avez des taux d'effort, c'est-à-dire le prix des loyers est moins élevé quand vous êtes lissé sur du long terme que quand vous êtes court terme. Les investisseurs, les fonds d'investissement qui viennent sur du court terme, sur 6-7 ans, ils vous mettent des loyers qui pèsent sur l'exploitation. Les loyers, je pense qu'il faut décoder un peu. C'est quoi le loyer? C'est-à-dire qu'un investisseur court terme qui investit dans l'immobilier, donc dans les murs, qui fait les travaux aussi, qui investit beaucoup dans les travaux, etc., il va faire payer à l'exploitant un loyer plus élevé parce qu'il lui faut un rapport plus rapide. Il faut qu'il retrouve ses liquidités plus rapidement. Donc, on a des investisseurs institutionnels. En France, on en a beaucoup. Des banques, par exemple. Des grandes banques. Crédit Agricole est un investisseur institutionnel très présent dans notre secteur, que ce soit en montagne ou sur le littoral. BPCE aussi, d'une certaine façon. Puis on a évidemment la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et BPI France. Puis on a des investisseurs privés. Et dans les investisseurs privés, vous pouvez avoir un family office. Family office, c'est une famille qui a des entreprises ou des familles qui se regroupent et qui réinvestissent pour pouvoir, et ça nous permet de faire tourner l'économie quand même. Hein. Donc là, il y a des c'est pas la même chose que les fonds d'investissement? Ah non. Le fonds d'investissement, il va créer un fonds dans lequel on pourra trouver des investisseurs privés, indépendants, individuels, des family office, mais aussi des banques, etc. Ça va faire un fonds. Et puis les sociétés de gestion lèvent l'argent au coup par coup. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que oui, le secteur est attractif en ce moment. On a eu une petite difficulté pendant 1 an et demi, c'est que comme le niveau d'activité était très très élevé, on a eu de très bons résultats pour l'exploitation de l'hébergement, mais dans tous les domaines, hein, la restauration, etc. Les propriétaires de ces actifs ont voulu les vendre, les céder, en se disant c'est le bon moment puisque mon niveau d'activité est très élevé, je vais trouver des acquéreurs pour ma société à un niveau très élevé. Et les investisseurs se sont dit, oh là là, on va attendre un peu parce que ça va baisser. Donc il y a eu de l'attentisme. Là, ça repart. On voit bien que les investisseurs se disent, bon, on est parti sur une tendance très très bonne pour le tourisme dans les années à venir, partout dans le monde. Hein, et ça, c'est important de le dire, hein, parce que souvent, un investisseur, il est investisseur chez nous, mais il peut investir au Portugal, etc. Et il a intérêt à diversifier ces investissements, hein, pour pas être tributaire. Globalement, l'ensemble de ces investisseurs, que ce soit des banques, des fonds d'investissement ou des family office, concrètement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Des terrains, des immeubles, des porteurs de projets, des partenaires.
Ils sont à la recherche de quoi et qu'est-ce qui leur manque finalement pour investir autant qu'ils aimeraient le faire? Ce qu'il faut, c'est bien comprendre qu'ils ont besoin de projets. Et un projet, c'est pas un projet de projet de projet. Malheureusement, dans ma longue carrière, trop longue carrière diront certains, j'ai rencontré beaucoup d'élus qui me disaient, écoute, viens me voir, j'ai un projet. Ils me montraient un terrain vague. Ça, c'est pas un projet. Non mais faut le savoir, c'est une idée de projet, c'est pas un projet. Donc un projet, il faut qu'il soit déjà bien avancé, bien démontré, qu'on commence à parler sérieusement de chiffres, que tout ce qui se passe autour en termes d'autorisation, toute la partie administrative soit bien nettoyée, bien purgée, comme on dit, pour que ça soit tout propre pour un investisseur. Il ne faut pas que l'investisseur investisse à perte. Si on a prévu 3 ans de travaux pour construire, par exemple, ou 2 ans, et que finalement on met 4 ans, c'est l'investisseur qui perd. Donc tout ça, ça compte. Donc il faut un vrai beau projet. Et si on a un vrai beau projet qui est bien démontré, avec des business plans qui sont très d'équerre sur plusieurs années, ou alors quand on reprend un hôtel avec un récit sur le passé, un track record, comme on dit, sur le passé, avec année après année, on voit la progression, les résultats, les tendances, etc., qu'il y a une bonne présentation du marché local. Aussi, on a tous les arguments pour convaincre. Et en France, aujourd'hui, toi, tu dirais qu'il y a pléthore de bons projets comme ça ou il en manque? Il en manque. Il y a beaucoup encore une fois, d'affaires qui devraient évoluer vers du développement. C'est-à-dire finalement, il y a une expérience des dirigeants et dirigeantes de l'entreprise et des résultats qui sont bons. Donc il faudrait maintenant développer. C'est-à-dire j'ai 2 hôtels, je vais essayer d'en faire 4 grâce à l'arrivée d'un investisseur. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on sort à d'autres sujets. Il faut trouver les implantations, mais il faut trouver les collaborateurs. On l'a dit tout à l'heure. La question qui revient quand on dialogue avec un investisseur, c'est est-ce que vraiment vous allez avoir vos collaborateurs? Est-ce qu'ils seront vraiment là? Parce que le service, vous allez dire qu'il va être, on va le développer, il va être de qualité et le client qui est satisfait, c'est un client qui dépense. Les prix moyens et les revenus par chambre disponible, le RevPAR, augmentent quand le client est satisfait parce qu'il dépense de plus en plus. Mais ça, il faut des collaborateurs. Et donc, c'est une des difficultés. Il y a des quadratures du cercle qui ne sont pas du côté des investisseurs, mais du côté de notre côté de l'offre. Alors, on a pas mal de jeunes en haut dans la salle, des étudiants. Est-ce que c'est trop tôt pour eux de penser projet, développement, entrepreneuriat, ou est-ce qu'ils peuvent commencer déjà voilà, quel message tu aurais envie de leur faire passer pour ceux qui auraient envie d'entreprendre et envie d'investir ou de trouver des investisseurs? Entreprendre, c'est... je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et par définition, c'est un métier en soi, c'est une vocation, c'est une passion, ça prend beaucoup de temps et surtout, il y a un mot qui est extrêmement important, qui est le mot risque. Quand vous êtes en dialogue avec un investisseur, on utilise tout le temps le mot risque. Risque, dérisquer, augmenter le risque, etc. Moi, je dis qu'il y a une tendance un peu française de vouloir la rémunération du risque sans le risque. Oui. Plus vous prenez de risques, calculés, raisonnés, calibrés, scientifiquement détaillés, plus vous avez de chances d'avoir une rémunération élevée. C'est comme l'épargnant. La France est un pays qui ne prend pas de risque au niveau de l'épargnant. Hein. Vous avez vu le livret A, le succès du livret A. Pour faire bouger l'épargnant, ceux qui ont fait des Français qui ont fait de l'épargne, vers nos métiers, c'est pas facile non plus. Pas facile. Pour un banquier qui distribue un produit d'épargne, pour dire vous allez aller dans l'hôtel du penalty, etc., c'est pas facile. Hein. Si tu veux bien, Christian, on va faire un petit vote quand même pour voir si là-haut, ils se sont mis tous en haut. Parmi les jeunes étudiants qui sont présents, levez la main ceux qui ont envie d'entreprendre. Il y a quelques mains qui se lèvent. Et allez, vous pouvez baisser la main. Et quels sont ceux qui, d'une manière plus générale, entreprendre ou pas entreprendre, quels sont ceux qui ont envie de prendre des risques? Il y en a un peu plus, hein. Il y en a un peu plus. Bon, tu vois, la relève est en marche. Ouais. Donc, on ne manque pas d'argent.
on manque plutôt de projets. Bah, Et quel type de projet? Est-ce qu'on est vraiment toujours dans une éternelle et constante montée en gamme? Est-ce qu'il faut toujours monter en gamme? Est-ce que c'est ça vraiment? Si on ne monte pas en gamme, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas Il ne d'investissement. faut pas monter en gamme, il faut monter en qualité. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on soit en 2, 3, 4, 5 étoiles, ce qui compte, c'est la qualité. Donc, et avoir un bon positionnement et satisfaire un client, un visiteur, par l'augmentation de la qualité pour un prix qui est compris par lui comme acceptable, quoi. Mais quand on travaille la qualité, on travaille aujourd'hui la transformation. Moi, je dis toujours, on n'a qu'une stratégie en France, c'est la stratégie de transformation. Il n'y a pas d'autre stratégie. Les gens qui me disent, mais il y a des gens qui me disent, mais dis donc, on n'a pas entendu votre stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de la ministre Olivia Grégoire, dont je salue le travail? Mais vous n'avez pas compris qu'il n'y a qu'une stratégie, c'est la stratégie de transformation. Mais tout doit être transformé. Mais alors, en quoi? C'est la destination durable, ça, on a compris, mais quoi d'autre? Mais moi, je vais vous donner quelques exemples. C'est vrai, la transformation, et c'est en cours pour les équipementiers ou les industriels, que ce soit l'aérien, le bateau, l'automobile, on le voit, les mobilités douces, on le voit, c'est vrai pour les aéroports, c'est vrai pour les palais des congrès, c'est vrai pour les hébergeurs, c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde a engagé la transformation. Et donc, ça veut dire qu'une stratégie de transformation, c'est une stratégie qualitative, parce que figurez-vous que la transformation, ça nécessite des investissements, des réinvestissements, donc c'est bon pour la croissance, donc c'est bon pour l'amélioration du produit, c'est bon pour l'amélioration des services, c'est pas seulement bon pour l'environnement. Bien sûr qu'il faut le faire pour l'environnement, il faut le faire aussi en respectant les populations locales, les habitants. Ça, c'est le développement durable. Mais c'est bon économiquement. Très bien. Et sur la question de la qualité, donc tu citais comme vraiment le facteur le plus important, tu penses que là, il y a vraiment des marges de progression significatives à faire en France, tout secteur confondu, enfin je parle du tourisme, tout produit confondu, et quels sont un peu on va dire les points faibles ou les points améliorés, les plus marquants selon toi? Il y a toujours des marges de progression, mais moi j'aime bien les marges de progression, mais j'aime bien aussi voir ce qu'on a déjà fait, d'où on vient, et à quel point ça s'améliore année après année. Ça, c'est une vision aussi positive des choses. Quand on questionne, quand on regarde effectivement les réseaux sociaux, on écoute ce qu'ils nous racontent dans le monde entier, on voit bien qu'on s'est amélioré considérablement sur l'accueil par les professionnels. On s'est amélioré dans l'hospitalité partout en France, sauf à Paris, où en gros on dit que les Parisiens sont grincheux, pas sympa, mais bon, on s'est habitué à eux, ils sont comme ça, etc. Bon, on voit bien précisément où on a des progrès à faire sur certains aspects du service public. En gros, le privé s'améliore beaucoup dans les entreprises, les hôtels, la restauration, etc. Dans le public, dans les transports, par exemple à Paris, moi je ne cesse de dire qu'on commence à avoir un problème, on commence à nous critiquer sur les transports à Paris, donc il faut qu'on améliore tout ça. Donc on s'est identifié. Donc on voit bien ce qu'il nous reste à faire. Mais on progresse malgré les difficultés de recrutement, la fidélisation des collaborateurs et tout ça, qui est quand même un des points achoppants pour faire perdurer un service de qualité toute l'année. C'est vrai, oui. Bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a quelques enseignes, quelques marques qui ont fait des progrès considérables. On voit bien que les employés qui sont en place, parce qu'ils ont été augmentés aussi, 16% la masse salariale en moyenne, d'augmentation 22-23, 16%. C'est pas rien pour les entreprises, c'est pas rien non plus pour les collaborateurs qui sont motivés aussi. Les conditions de travail et les conditions de vie des collaborateurs doivent s'améliorer. On pense plus aujourd'hui presque dans un hôtel aux collaborateurs qu'aux clients dans un premier temps. Oui. On trouve plus facilement des clients que des collaborateurs. Oui, et puis le collaborateur, quand il est bien, le client sera bien. Donc c'est une garantie de fidélisation du client. C'est-à-dire que le client, il est plus roi, c'est le collaborateur finalement. Bah, ils sont tous les deux au même niveau. D'accord. Mais le collaborateur, c'est extrêmement important. Un petit mot sur le rôle des pouvoirs publics dans tout ça. Donc toi, tu as passé ta vie chez Maison de la France, Atout France. Tu connais et Office de tourisme de Paris. Voilà, Office de tourisme de Paris. Tu connais bien et ce milieu-là. France. Oui. J'ai eu la chance de faire tous les métiers. Donc, à quoi servent les pouvoirs publics, localement comme au niveau national? Comment on accompagne les professionnels, les porteurs de projets et les destinations, voilà, sous l'angle un peu quand même Atout France et territoires?
Moi, je constate que les collectivités, je pense aux départements, aux régions, les villes, les métropoles, s'investissent de plus en plus dans le tourisme. Que le tourisme doit être regroupé, à mon avis, hein, c'est mon avis, avec le vin, la gastronomie, la culture, le patrimoine, les créateurs, voir l'artisanat d'art, les savoir-faire, etc., pour avoir une offre globale extrêmement attractive. Parce que le tourisme est une conséquence de l'attractivité de tout ce que j'ai cité avant. Moi, je dis toujours à des hôteliers, moi, de fait, je me sens hôtelier, parce que c'est aussi un de mes métiers, et puis j'ai tous mes amis dans l'hôtellerie, je leur dis, souvenez-vous toujours, quelle que soit la qualité de ce que vous allez faire, c'est Versailles qui remplit vos hôtels et pas vous qui remplissez Versailles. Donc, il faut quand même le rappeler. Au bout d'un moment, dans les réunions, certains l'oublient. Et c'est important de le dire qu'il y a une attractivité qu'il faut soigner. Tout à l'heure, dans la conférence de presse, on a évoqué l'évolution de l'attractivité culturelle. Il y a une demande de culture extrêmement forte. Donc, plus on soigne notre patrimoine, plus on le fait vivre, plus on fait des expositions, des concerts, des festivals de grande qualité, etc., plus on aura du monde. Et l'hôtelier sera satisfait parce qu'il va remplir. Donc, je pense que notre offre, c'est une attractivité globale de soft power. Je pense que c'est ça. Et le tourisme, nos prestations sont au milieu, bien sûr, mais on est plus à la remorque que locomotive aujourd'hui. J'ose le dire, hein, je pense que c'est à moi de le dire. Au fond, l'espace public, l'urbanisme, les routes, les parcours pour les mobilités douces, c'est le préalable, c'est le prérequis pour qu'une destination puisse apparaître à l'international dans de bonnes conditions. On va terminer sur une question pas forcément facile, d'essayer que tu puisses nous citer un ou plusieurs faits marquants, des choses, ça peut être un peu insolite, une anecdote, un chiffre, quelque chose que tu as vu, qui t'a paru un peu porteur d'avenir, que tu sens que ça... Tu m'avais parlé de la culture, là, l'envie de le renouveau, la soif de découverte culturelle. Est-ce qu'il y a d'autres dans les personnes que tu rencontres, les pays les territoires que tu visites ou les pays que tu visites, est-ce qu'il y a des choses qui te marquent sur la relation entre voilà, le tourisme, la France et les touristes, les Français et les professionnels? Est-ce qu'il y a des choses, tu te dis, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de basculer, qui est en train de changer? Ah oui, moi, c'est le parcours client. Je trouve ça absolument passionnant. L'arrivée du design de service. Le design, vous voyez ce que c'est. Le design de service, dans l'espace public, par exemple, c'est que ressent un visiteur, un usager ou un visiteur de l'espace public, parce que je vous rappelle que l'espace public, c'est le premier des services publics. On l'oublie souvent. Ce n'est pas le transport, c'est l'espace public, le premier des services publics. Et je le dis parce qu'à Angers, il y a un modèle. Vous avez ici un modèle qui a été observé, analysé partout en France. Vous pouvez être fiers. Et c'est une très, très belle réalisation, très belle conceptualisation, etc. Et donc, ce design de service, c'est le ressenti d'un visiteur ou d'un usager dans cet espace public à travers le mobilier urbain, la matérialisation au sol, la matérialisation en signalisation, les couleurs qu'on va utiliser. Voilà, il est sensible à tout ça. Et tout ça, c'est du service et c'est de l'information aussi. Il a un ressenti et c'est plutôt confortable ou pas confortable. Et cette évolution du design de service, on le trouve dans les transports. On voit le train, à quel point le train s'améliore. L'avion, les aéroports s'améliorent. Je suis au comité des parties prenantes. On n'entend pas souvent ça, hein, mais c'est bien que tu le dises. Hein, mais oui. Là, tu parles d'Angers, là, tout le monde va être d'accord. C'est partout en France comme ça? Quand on voit que la croissance du tourisme ces 20 dernières années, elle repose sur la croissance du tourisme dans les villes. Ce n'est pas le littoral qui a un peu stagné, ce n'est pas la montagne qui a un petit peu progressé, mais surtout l'été, la randonnée, mais qui stagne, c'est la ville. Et si la ville a été aussi attractive partout dans le monde, c'est que les édiles ont fait l'effort qu'il fallait faire. Et on le voit à Bordeaux, je pourrais citer d'autres villes françaises. Paris aussi? Alors, Paris, il y a encore des efforts à faire.
Mais J'ai fait exprès. Mais je ne fais pas de politique. Mais il y a encore des efforts à faire, oui. Mais elle est en pleine transformation aussi. Cite-nous d'autres modèles. Angers, on est d'accord. Bon, là, tu joues à Bordeaux. Moi, je me souviens quand Bordeaux est apparu sur le marché international, Bordeaux, c'était du vin avant. Bon, des très grands vins. Mais la ville n'était pas une destination. Et la transformation qu'a opérée le maire de l'époque, Alain Juppé, a fait de Bordeaux une des destinations les plus attractives du monde. Et ils ont connu une croissance à 2 chiffres chaque année, près de 20% chaque année pendant 5 ou 6 ans, de tourisme international. Si on prend cet exemple. Mais il y en a d'autres partout. Il y en a en Corse aussi ou pas? Alors, enfin, on arrive au vrai sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire la Corse, mon pays. Christian. On a bien avancé sur Bastia. Il y a encore Ajaccio et encore des efforts à faire. Voilà. Ok. Mais c'est un peu lapidaire, ça, quand même, pour un Corse. Bah, j'ai décidé de n'avoir que des amis en Corse. Ok. Bien. Eh ben, écoute, merci pour ce message très positif. Pour finir, merci à lui. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.